Tous bienvenue sur l'entrepreneur à la style Thierry #Henry, épisode donc 88. Aujourd'hui donc on va parler d'automatisation, donc c'est en plus dans l'air du temps. Donc si tu as un business en ligne ou hors ligne, hein, c'est toujours intéressant. On peut donc automatiser beaucoup de choses comme va nous dire donc mon invité. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. ConvertKit, outil numéro 1 pour la construction de ta liste email. Comme tu le sais, l'argent est dans la liste. Je te conseille donc de commencer aujourd'hui à construire ton business avec ConvertKit. ConvertKit te permet de gérer ta liste email et de configurer ton autorépondeur de manière simple et conviviale. La segmentation de mes abonnés par groupe afin d'obtenir un contenu spécifique à leurs besoins n'a jamais été aussi simple. ConvertKit est une puissante plateforme de marketing par email qui automatise énormément le processus de gestion des listes email, ce qui t'offre la possibilité de concentrer tes efforts ailleurs, tout en continuant à faire grandir ton business. Pour tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui, il te suffit d'aller sur le lien suivant Thierry-Henry.fr/CKT. Donc Thierry-Henry.fr/CKT. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-henry.fr/lbx, donc thierry-henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24h sur 24 dès aujourd'hui. Donc de retour avec Rémi Rongière, qui est donc un expert, enfin un geek, un technicien, qui connaît donc bien l'automatisation, qui a eu plusieurs business et qui là dernièrement donc s'est consacré en tant que consultant donc à aider les petites structures et les grosses structures pour pouvoir donc automatiser le maximum de tâches, qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'employé. Ben, si on est solo, c'est encore mieux, hein. C'est comme si on avait une assistante. Donc il va nous présenter plusieurs outils, certains que tu connais, comme moi je les connais, je suis inscrit mais bon je fais pas ce qu'il faut. Donc c'est aussi pour ça que j'ai cherché l'info, hein. Comme tu dis, j'ai fait le podcast parce que je suis égoïste et que je pense à moi, mais indirectement à ceux qui sont comme moi. Donc voilà. Donc si tu es comme moi, tu veux automatiser et que tu aimes bien le podcast, mets-moi un petit pouce, des commentaires, pose des questions, partage. Ça peut aider donc beaucoup de personnes et donc ça aide indirectement le podcast. Donc je te dis donc comment automatiser donc ton business avec Rémi Rongière. À tout de suite. Salut Rémi, comment tu vas? Salut Thierry, ça va et toi? Très bien, merci. Je suis Super. très content donc de t'avoir parce qu'on va parler d'automatisation. Yes. Ce dont tout le monde rêve d'avoir un business qui marche tout seul ou où on est un peu aidé, hein. Ouais, Pour ceux qui sont plutôt solopreneurs, qui n'ont pas d'employés ou qui en ont mais qui veulent améliorer en fin de compte leur efficience, on va dire. Donc tu exactement. vas nous parler de tout ça, donc, mais avant ça, je vais te laisser te présenter et puis on va partir donc sur les... je crois que tu as environ 10 à 15 outils, hein. Certains, on les connaît, mais on inscrit, mais on ne les utilise pas bien, donc tu vas tout nous dire. Super. Alors du coup, moi, à la base, je suis entrepreneur. J'ai cofondé deux, trois sociétés. Euh, et puis, en fait, j'ai un profil un peu geek. Donc à chaque fois, dans mes associations, c'était moi qui m'occupais un peu de la partie technique des boîtes. J'étais un peu le CTO, on va dire. Et, euh, et très vite, quand tu as ta boîte, hein, tu te rends vite compte que tu as un certain nombre de responsabilités, tu as plein de choses à faire, puis tu te rends compte que les journées sont hyper longues. Et je suis ce que j'aime bien dire que je suis un peu un feignant dans le sens où j'aime pas faire les choses 15 000 fois. Donc en fait, j'ai cherché un peu comment faire pour automatiser certaines actions qui se répétaient plusieurs fois et aujourd'hui, j'en suis arrivé en fait à me reconvertir un peu. J'ai laissé un peu de côté, mais j'ai délégué plutôt mes autres activités pour me concentrer sur une activité de consulting où en fait, j'aide les entreprises à automatiser un peu leur business dans l'objectif de leur faire gagner du temps et de pouvoir scaler par la suite. Donc, ouais, Et puis comme dit aussi, l'adage, du temps et indirectement de l'argent. Donc, ça peut être, exactement, ouais, effectivement. exactement. Et puis aussi, il y a la notion temps-argent, mais il y a aussi une notion qui, je trouve, est très importante, qui est la notion de se libérer un peu l'esprit. Parce que c'est bête, mais quand tu n'automatises pas certaines actions,
très vite, tu es obligé de te mettre des rappels à droite à gauche, et puis tu es sur un truc, et puis tu peux oublier d'avoir mis ton rappel, et puis en fait, tu oublies qu'il fallait que tu relances un client ou un prospect. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que l'automatisation devient super intéressante parce que ça te permet de te libérer un peu l'esprit, de te concentrer sur vraiment la valeur ajoutée de ton business, et puis du coup, délivrer de la valeur ajoutée, et puis pour le coup, on revient à l'argent et créer du chiffre, quoi. Ouais, en plus, comme tu le dis, indirectement, c'est souvent des tâches qui n'ont pas de valeur. Donc, on les répète, en Ouais. plus, on perd du temps et qu'on pourrait se concentrer sur ce qui ramène 80% du chiffre d'affaires. Oui, gagner peut-être une demi-heure, peut-être 1 heure par jour. Après, ça dépend des structures et Oui. des outils. Donc, tu vas nous parler un peu donc, de différents outils, de différents services. Donc, ça s'applique pour tout type de boîte ou ce qui est plutôt les boîtes en ligne? Ça peut s'appliquer à tout type de boîte et au contraire, non, pas que aux boîtes en ligne, ça s'applique vraiment à vraiment toutes les boîtes. Ça peut être un métier qu'on ne pense pas pouvoir automatiser, mais qui est typiquement le milieu du BTP. Il y a plein de choses à faire avec l'automatisation en utilisant quelques outils et qui permet de faire gagner un temps fou. Même les petits artisans, tu as plein de trucs. Tu vois, les artisans, ils se déplacent pour aller chez le client. Et puis, une fois chez le client, ils échangent, ils regardent un peu sur place ce qu'il faut faire. Ils notent dans un calepin pour, allez, je vais peut-être dire une bêtise, mais bien 80% des artisans notent dans des records sur papier les trucs. Alors que s'ils pouvaient, dans un petit outil, tu vois, ils prennent une photo de la réparation qu'il y a à faire, ils se notent bien les mesures dans leur téléphone. Et après, bon, ça, c'est des idées comme ça, mais encore aujourd'hui, après, les gars, ils doivent se faire le devis, ils l'envoient au client. Le client, parfois, il ne te répond pas tout de suite, tu es obligé de le relancer. Alors qu'en fait, s'ils étaient capables, enfin, ils sont capables, mais si on leur mettait en place quelques petits outils assez simples d'utilisation avec les fonctions primaires dont ils ont besoin, en fait, tu peux voir que très vite, ils peuvent automatiser plein de choses et gagner un temps fou sur la gestion derrière de la création des devis, de la gestion des clients le soir quand ils rentrent chez eux après avoir passé la journée en déplacement chez des clients pour réparer des trucs, tu vois. Moi, je connais bien le sujet parce que je vendais il y a un an. Je prospectais pour le BTP et maçonnerie, tous ces métiers-là. Et Ouais, quand on leur parlait de la GED, ils disaient quoi? Alors, tout ce qui était. Ils disaient, ah non, j'aime bien le papier, j'ai envie de rester à l'ancienne. En plus, ouais, c'était pas la seule raison parce que c'est un domaine où il y a des fois un peu de black ou un peu de aussi, trucs sous la table, donc ils veulent c'est pas que tout vrai. soit numérisé. Mais bon, parenthèse. Donc, ben, je vais te laisser développer les outils bon, pour conseiller. Je mettrai aussi les liens donc, dans le show notes pour ceux qui veulent aller tester donc, ces outils. Ok. Donc, premier outil que tu nous conseilles. Alors, premier outil qui est pour moi un peu on va dire la base de l'automatisation, qui, à mon avis, beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est Zapier. Zapier, c'est un peu vraiment le pot de colle, si tu veux, l'outil, la plateforme qui va te permettre de connecter toutes sortes d'applications, que ce soit des logiciels de contact, que ce soit des logiciels de facturation, des CRM, des formulaires en ligne, enfin vraiment toutes sortes d'outils que tu peux trouver auront un moyen de se connecter à Zapier. Bon, alors, tous les outils ne le font pas parce qu'il faut avoir des API et puis surtout, il faut avoir les connecteurs qui sont développés sur Zapier. Mais Zapier te permet de, grosso modo, sans savoir coder, sans avoir vraiment de notion en informatique, assez facilement te permet de créer des automatisations. Est-ce que Zapier, ça vaut le coup quand on est tout seul? Même si on est plus Zapier, que... ça vaut le coup même quand on est tout seul. Moi, je bosse principalement tout seul dans mon activité de consulting. J'ai plein de apps qui me font gagner du temps au quotidien. Et Zapier comparé à, je crois que c'est IFTT, un truc comme ça, parce que Zapier, c'est payant, je crois que tu as Ouais, une partie de alors 15 jours gratuits. Zapier, tu as une partie qui est gratuite, non, non, même en illimité, mais tu as très peu de possibilités. Je crois que tu peux créer que cinq apps et tu peux pas créer ce qu'ils appellent des multi-step apps, c'est-à-dire en fait des actions qui s'enchaînent. Donc, tu as un déclencheur, Des par workflows, exemple, quoi. ouais, par exemple, tu as un déclencheur, je sais pas, tiens, un prospect envoie un message sur mon site internet via mon formulaire. Alors j'enregistre l'information dans mon CRM. Ça, c'est un truc qui est très simple à faire. Mais par contre, si par exemple, tu veux enregistrer, en plus d'enregistrer les informations de contact dans ton CRM, tu veux les enregistrer dans ta liste Mailchimp, par exemple,
bah, tu peux plus, tu es obligé de créer un deuxième Zap. Alors que normalement, quand c'est bien fait, tu fais tout à la suite, tu as un déclencheur. Si ça doit l'enregistrer dans le CRM, ça le fait. Ensuite, ça l'enregistre dans Mailchimp, par exemple, ou n'importe quel autorépondeur. Puis, ça peut avoir une autre action. Puis, tu peux te mettre une notification qui te dit, tiens, tu as reçu un message d'un prospect. Bah, tu vois, tu peux enchaîner plusieurs choses. Alors que dans la version gratuite, c'est vraiment très, très limité. C'est un déclencheur, une action. Point. Et tu n'en as que 5. Donc, tu conseilles plutôt donc de passer sur une formule payante. C'est combien la formule payante? La formule payante, si je te dis pas de bêtises, ça revient, c'est en dollars, mais je crois que ça revient à 18 euros, un truc comme ça, ou 20 euros par mois. Ah, je Donc crois que ça, c'est plus cher. D'accord, ok. non, non, c'est le premier plan est pas si cher que ça. Et en fait, si tu prends un petit peu la tête, que tu décomposes tes process, tu peux vite en fait le rentabiliser en termes de temps gagné. Tu as vite fait de gagner, allez, je vais te dire une bêtise, mais tu as vite fait de gagner 20 minutes, une demi-heure par jour. Ah oui. Pousser à la semaine, ça commence à faire un petit peu, quoi. Et puis si tu pousses au mois et encore plus à l'année, bah là, tu vois vite le temps que tu peux gagner et du coup, le temps que tu peux dégager pour te concentrer sur autre chose ou même prendre du temps libre pour toi. D'accord. Et donc, quelles sont quelles sont les tâches que toi, tu conseillerais à une personne qui est débutante, qui veut le faire tout seul, qui est peut-être passé par un consultant? Parce que bon, je pense qu'on en parlera après donc des offres que tu proposes, on va dire, pour une Ouais. personne qui veut le faire en solo, parce que je pense que plein de gens sont inscrits comme moi, mais n'ont jamais pris le temps réellement Déjà, de base, Zapier te propose déjà énormément. En fait, il te recommande plein de petites choses comme ça à droite à gauche. Quand tu crées ton compte, je crois que même il te demande quels sont les outils que tu utilises. Et à partir de là, il te fait des petites recommandations. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais Moi, j'ai tout connecté, ouais, mais après, j'ai rien fait, quoi. Réellement, je me suis dit, oh, ouais. Bah après, comme je disais après, juste je suis avant, pas un geek, je suis pas un CTO, donc c'est peut-être pour ça. non, non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut juste prendre un peu le temps. C'est un peu le problème, entre guillemets, des automatisations. C'est de se dire, il faut prendre le temps en amont de décomposer un peu tout ce que tu fais au quotidien manuellement, de préférence les choses que tu fais qui sont répétitives dans un premier temps. C'est ce qu'il y a de plus facile à décomposer et le plus facile à se rendre compte. Et tu prends ces actions-là et tu dis, bon, bah voilà, par exemple, le truc bête, je discutais avec un prospect la dernière fois, quand ils reçoivent une commande, en fait, ils ont un site internet pour recevoir des commandes auprès des particuliers. Mais ils vendent aussi aux professionnels. Mais les professionnels, ils n'ont pas d'interface de prise de commande en ligne. Donc, tout se fait par téléphone ou par email. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils reçoivent une commande d'un pro, que ce soit par SMS, par WhatsApp ou alors par email, et ben en fait, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils font des copier-coller des emails dans un fichier Excel. Donc, ils se prennent tous les trucs, ils se copient-collent tout à chaque fois à la main. Donc, un risque d'erreur, mais qui est juste énorme. Derrière, qu'est-ce qu'ils font? Bah après, derrière, ouais, ils copient toutes ces infos, ils les envoient à la personne qui gère la logistique. La logistique, elle répond, ah bah attends, ça en fait, on l'a pas en stock, nan, ça va pas, ça va pas. Donc, ça, déjà, tu rajoutes une étape. Et ensuite, il faut qu'ils fassent un retour à leur client professionnel en leur disant, ah bah en fait, désolé, cette référence, on l'a plus en stock. Est-ce que vous voulez vous mette autre chose à la place? Ou alors, bah, on laisse tomber et puis on vous le met sur la prochaine commande. Bref, c'est juste un merdier, excuse-moi du terme. Pas possible, quoi. Alors que ils utilisaient même un simple outil de formulaire, tu vois, par exemple Typeform ou même Jotform. Moi, j'utilise beaucoup de Jotform, c'est pas mal, c'est assez polyvalent. Euh, Formulaire bête et méchant, tout s'enregistre automatiquement. S'ils tiennent à utiliser un Excel plutôt que d'un outil de gestion un peu plus avancé, bah, automatiquement, grâce à Zapier, tu peux aller te connecter et enregistrer toutes les informations dans ton Excel et ton Google Sheets. Si jamais justement ils utilisaient ça, ils pouvaient tenir un fichier de stock à jour automatiquement quand il y a une commande qui arrive dans le Excel, bah tiens, automatiquement ça va déduire du stock et puis machin. Si jamais il n'y a pas de stock, très facilement on peut mettre une cellule en rouge pour pour tout de suite voir que bah, y a un problème à ce moment-là sur cette commande-là, qu'il va falloir faire quelque chose. Mais on peut aussi pousser le truc un peu plus loin en disant bah tiens, si cette cellule est capable de devenir rouge, peut-être qu'en fait, encore une fois avec Zapier, on peut dire bah tiens, si la cellule ici devient rouge ou alors que c'est égal à 0,
et bah, tu fais partir un email automatiquement au client en lui disant ah bah tiens désolé cette ligne là en fait on en a plus en stock, est-ce que vous voulez, et voilà. Et en fait très vite un petit robot avec Zapier peut résoudre enfin, peut faire gagner un temps pas possible à ce client là. Ouais, donc, toi, c'est assez clair. Et donc, toi, bon, je t'en ai, tout à l'heure, je t'en ai parlé, mais Zapier comparé à IFTT, tu Ah penses oui, quoi? alors par rapport à FTT, c'est pas tout à fait le même usage. D'accord. FTT est gratuit. Euh, Mais il est est plus technique, non? gratuit, mais non, 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 il n'est pas forcément plus technique, voire il est peut-être même un peu plus simple dans certains cas, mais il est plus axé Internet des objets. Il est plus axé en fait plus particulier et action que tu vas faire plutôt au quotidien chez toi. Tu vois, typiquement sur FTT, tu peux le connecter à tes lumières Philips là. Ah ouais. Euh, que tu peux du coup assez facilement, tu peux créer assez facilement une petite automatisation qui fait que quand tu arrives chez toi, par exemple sur l'application que tu as sur le téléphone, bah, tu cliques dessus et ça va allumer toutes les lumières chez toi, par exemple. Ou alors, typiquement, quand il faut que tu actives la géolocalisation sur ton téléphone, mais quand tu te rapproches, par exemple, à moins de 500 mètres de chez toi et que tu as un portail électrique, bah, automatiquement, le truc, il détecte que tu es à 500 mètres de chez toi. Alors, hop, il va relancer l'automatisation pour ouvrir ton portail électrique. C'est plus adapté un peu à la domotique et tous ces aspects-là. Après je sais qu'ils ont une version qu'ils appellent FTT Business, mais je t'avoue que j'ai pas trop exploré ce sujet-là personnellement. Je Du connaissais coup, même pas ces fonctions pour particulier FTT. Donc là, tu viens de me sauver la vie, tu sais même pas. Et ah pourtant, bah, là, on est sur un podcast business, mais regarde parce qu'il y a vraiment plein de choses pour la domotique chez soi. ah ben, À creuser, c'est intéressant aussi. c'est madame qui va être contente. Comme quoi, tu vois, il faut toujours poser des questions qui paraissent bêtes. Ensuite, après Zapier, qu'est-ce que tu conseilles pour avancer et gagner du Alors, temps? après Zapier, moi, c'est un outil que je recommande et pour lequel je fais un peu de consulting aussi, c'est Airtable. Alors, Ouais. Airtable, pour moi, ça a été une découverte il y a quelques années maintenant. Et c'est l'outil qui, je pense, tous les business devraient utiliser tellement c'est pratique. Moi, Alors, j'avoue que j'avais Airtable, jamais c'est entendu quoi? avant que tu m'en parles. Je me suis inscrit direct avec ton lien d'affiliation, bien sûr, dès que tu m'en as parlé, mais je connaissais pas du tout. Bah, Airtable, alors du coup, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de bases de données avec un tableur type Excel ou Google Sheet. Alors, comme ça paraît pas folichon, mais en fait, ça te permet de faire vraiment à peu près tout ce que tu veux pour ton business. Moi, je m'en sers, mais pour absolument tout. Ça peut être pour noter juste des idées qui me passent par la tête, d'automatisation à mettre en place. Ça me sert de CRM, ça me sert de calendrier éditorial. Je suis en train de mettre en place, je suis en train de créer une petite newsletter. Là, je suis en train de créer un peu de contenu pour bientôt la mettre en ligne. Typiquement, j'ai tous mes contenus en fait de ma newsletter que je rentre directement dans mon Airtable. Et une fois que tout ça sera prêt, donc j'ai un petit calendrier éditorial qui va avec. Tu as des fonctions que tu peux afficher soit sur Airtable, tu peux afficher soit sous forme de tableau classique, soit tu peux l'afficher sous forme de petite galerie images pour que ça soit vraiment plus clair à retrouver tes idées, soit sous forme de caban, comme sur Trello par exemple, pour faire passer par exemple, si tu peux t'en servir to-do list en une ligne, une colonne to-do, une colonne en cours, une colonne terminée. Tu peux faire glisser ça assez facilement. Et tu as aussi une vue calendrier qui est assez pratique pour justement le calendrier éditorial où tu peux te dire, bah, tiens, tel jour, je vais publier ça, tel jour, machin. Et là où je dis que je vais faire un truc et que je base tout mon contenu là-dessus, c'est qu'en fait, après, avec Mailchimp et Zapier, du coup, en intégrant Mailchimp avec Zapier et Airtable, je vais en fait tout simplement, bah, je vais dire dans mon Airtable, bah, tiens, à telle date, tu vas publier cet article, à telle date celui-ci, à telle date celui-ci. Et automatiquement, ça va aller me créer des petites campagnes sur Mailchimp à partir du contenu que j'ai en fait rentré dans mon Airtable. Ce qui m'évite en fait à chaque fois d'aller sur Mailchimp et de créer le truc, de faire des copier-coller de ce que j'ai pu me créer en amont ou alors de créer direct sur Mailchimp en mode brouillon. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Comme moi, je travaille pas mal en mode, j'aime bien faire des tâches, par exemple, quand je dois écrire justement du contenu pour ma newsletter,
Je fais pas un contenu aujourd'hui, j'en fais pas un autre demain et ainsi de suite. Je préfère me faire une demi-journée complète où genre j'écris allez, une semaine de contenu pour ma newsletter ou un mois. En fait, je me fais vraiment des trucs où hop, Ouais, tu je fais fais du tout à bashing, la quoi. suite. Voilà, je fais du batching. D'accord. Et Airtable, tu Et peux le donc, connecter à WordPress aussi? alors, Airtable, tu peux le connecter à WordPress. Tu peux, en fait, avec Zapier, après, tu peux le connecter à vraiment quasiment tout. Et typiquement, si tu veux t'en servir en tant que, pareil, base pour tes articles, c'est pareil. Tu peux créer une automatisation sur ton Airtable. Tu te prévois, par exemple, une case à cocher. Quand tu coches cette case, bah, en fait, Zapier va détecter que tu as coché cette case. Il va dire, ah bah tiens, tac, ça correspond à un article de blog parce que bah, tu as configuré ton Zapier pour que bah, quand tu coches cette case sur Airtable, bah, ça va prendre le contenu que tu as rempli qui est correspondant et ça va aller te créer en fait ton article sur WordPress. Après, tu n'as plus qu'à le relire un coup et puis cliquer publier. D'accord. Et tu peux faire vraiment plein de choses comme ça. Je m'en sers aussi comme CRM. Donc pareil, dès que j'ai des formulaires qui sont remplis à droite à gauche, tout s'enregistre sur mon Airtable. Comme ça, j'ai les infos de contact de mes prospects, de mes clients. Quand j'ai un prospect qui convertit en client, ça peut changer l'état automatiquement. Ça va me créer automatiquement une ligne de facturation. J'ai plus qu'à lier à vérifier qu'une fois que le paiement a été fait par mon client, que bah, le paiement a été fait, je clique et hop, c'est bon. Tu as des outils de visualisation, ça te crée des tableaux, des graphiques automatiquement. Ça, c'est dans la version payante, mais ça peut te créer des graphiques de suivi C'est ce qu'on appelle du super. DataVis, je crois. Ouais, du data visualization. Mhm. Mais, et puis derrière, derrière, en plus, tu as plein de fonctionnalités qui, dans Airtable, tu as la version gratuite qui est hyper bien faite et qui est très suffisante. Mais tu as dans la version payante ce qu'ils appellent des blocs. Et les blocs, tu peux rajouter des fonctionnalités super bien. Tu as des trucs un peu dans tous les sens. Par exemple, un truc ce qui m'a fait marrer, que j'ai découvert là récemment, un truc qui te permet de. Moi, j'ai ma charte graphique, j'ai tous mes. Pour ma charte graphique, les codes couleurs que j'utilise, les polices que j'utilise, etc. Et en fait, tu as un petit bloc qui s'appelle Color Palette et qui va piocher et qui va dire, bah tiens, et qui t'affiche exactement la bonne couleur. Et en un clic, tu peux copier-coller le code couleur de ton truc. Donc, quand tu crées du contenu, ou tu fais un petit visuel ou quoi, très vite, tu peux retrouver les codes couleurs que tu utilises au quotidien. Mais tu as plein d'autres choses assez bien faites, comme tu peux créer comment on appelle ça? Tu as un truc qui s'appelle Page Designer qui peut te permettre de créer en fait des petites pages. Tu as un exemple qui est bien fait sur le site de Airtable où en fait, ils utilisent ça pour les agences immobilières. Les agences Ouais. immobilières, par exemple, ils stockent à chaque fois les biens qu'ils ont en vente ou en location. Donc à chaque fois, ils se créent une nouvelle ligne dans le Airtable. Et via l'outil Page Designer, là, le petit bloc, en fait, automatiquement, ils peuvent créer, donc ils font un template et ils disent, bah, tiens, en haut, tu vas me mettre les quelques images que j'ai de la maison qui est en vente, tu vas me mettre le prix à tel endroit, tu vas me mettre la description à tel endroit, l'adresse de contact à tel endroit. Et en fait, bah, plutôt qu'à chaque fois, comme ils faisaient sûrement à l'époque, je sais pas, j'ai jamais travaillé dans le milieu de l'immobilier, Moi, mais j'étais à où Lyon, donc ouais, je comprends. en fait, bah, tu es obligé à chaque fois, je sais pas comment ils font, mais sûrement sur un Word, pareil, ils ont le template, mais bon, c'est à base de copier-coller ou alors ils tapent le Non, code. logiquement, on a un CRM, on a un logiciel pur où tout est déjà placé en fin de compte, T'as logiquement. tout qui est passé aussi? Après, tu as juste qu'à mettre le prix, le texte. Ouais, bref. Là, du coup, ça te permet de faire je te prends l'exemple des agences IMO parce que ça marche bien, mais et après, en fait, Airtable, tu as aussi une autre fonction qui est super pratique, qui est en fait les formulaires, et tu peux te créer des formulaires qui vont remplir automatiquement tes tableaux sans avoir besoin de connecter quoi que ce soit avec. C'est intégré automatiquement. C'est super bien foutu. La personnalisation des formulaires n'est pas hyper poussée, mais ça fait le taf. Et, euh, et j'avais une autre idée, un autre truc que je voulais évoquer sur Airtable, mais le fil m'est perdu. Bon, tu nous en C'est parleras pas pas parce grave. que dans tous les cas, si on a bien compris, tout est connectable avec ce qu'on va dire après. C'est ça. Ben, ensuite, après, donc Zapier et Airtable, qu'est-ce que tu nous conseilles ensuite? J'ai un peu évoqué rapidement Mailchimp. Je pense que tout le monde utilise, enfin tout le monde, beaucoup de monde utilise des outils d'email marketing.
Donc Mailchimp, tu peux du coup t'en servir. Tu peux créer déjà au sein de Mailchimp, tu peux te créer des séquences automatisées quand tu as un nouvel inscrit, lui envoyer un email automatique en lisant un email de bienvenue pour remercier de s'être inscrit à ta newsletter par exemple ou quoi que ce soit. Tu peux lui faire partir du coup, je pense que ça, à peu près tout le monde est au courant, créer des séquences d'emails automatiques. Chaque jour, ça envoie un nouvel email avec un nouveau contenu. C'est assez sympa pour onboarder tes nouveaux abonnés à ta newsletter. Alors après, si on veut pousser un peu plus dans les automatisations, typiquement, moi, j'ai un peu la manie de faire des sauvegardes de tout. Alors que ce soit mon ordinateur, j'ai un ordinateur, il y a 2 disques durs qui sont connectés dessus et je fais des copies pour pouvoir être sûr à chaque fois que je perds rien, alors que j'ai un Dropbox aussi dessus. Mais typiquement, quand je reviens à la sauvegarde par rapport à Mailchimp, j'aime bien faire des sauvegardes de mes listes d'abonnés. Donc, avec un Zapier, je connecte Mailchimp avec un Google Sheet, en fait, et tout seul, à une date définie. Donc, moi, je le fais une fois par mois. Une fois par mois, à une date précise, par exemple le premier du mois ou le dernier du mois, ou un peu quand tu veux, tu peux paramétrer ça dans Zapier. Ça va aller copier, tout simplement, toute ta liste Mailchimp vers un Google Sheet. Ah ouais, parce qu'on en a parlé, mais j'avais pas capté comme ça, parce que moi, je le faisais de façon manuelle, et donc tous les 2 semaines plutôt, je vais prendre les fichiers CSV. Ça dépend si ma Ouais, liste elle augmente. En général, elle augmente assez doucement, mais je prends le fichier CSV, je le mets dans un dossier sur mon disque dur. ouais, Et donc là, tu me dis qu'en fin de compte, on peut l'automatiser. J'ai même pas à ouais. rentrer dans. D'accord, Ouais, ok. ouais, t'as rien besoin de faire. Je te dis juste, tu crées dans Zapier, tu dis, tiens, tous les X du mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tu prends la liste de tous les nouveaux abonnés de Mailchimp et tu me les copies dans mon fichier backup de liste Mailchimp. Et tu peux aussi lui dire, tu vérifies que s'il y a eu des désinscrits, tu peux les cocher comme désinscrits aussi sur le Google Sheet pour éviter que si jamais un jour tu as besoin de faire un upload, de remettre les gars alors qu'ils s'étaient désinscrits. Tu peux faire une vérification aussi comme ça. Donc ça, c'est pas mal pour faire des petites sauvegardes. Et il y a une fonction sur Mailchimp, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un peu méconnu, qui s'appelle Email Beamer. Et alors, bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une automatisation, c'est plus un truc qui permet de gagner du temps de manière générale. C'est l'email Beamer, en fait, c'est une adresse email qui t'est donnée par Mailchimp qui correspond à ta liste d'abonnés. Ouais. Et en fait, via ton Gmail, par exemple, si tu utilises Gmail ou via ton client email que tu utilises habituellement, tu peux en fait taper un email que tu veux envoyer à ta liste. Sauf qu'en fait, tu l'envoies à cet email Beamer que Mailchimp t'a fourni et automatiquement, en fait, ça va aller créer une campagne qui va être destinée à la liste d'abonnés qui correspond à l'adresse que t'a fourni Mailchimp. Et automatiquement, ça va te créer en fait un Mailchimp en mode brouillon avec le contenu que tu as tapé dans ton email depuis Gmail. Donc, ça t'évite de te connecter à Ah ouais. Mailchimp et de te faire chier, entre guillemets, avec. Je suis désolé parce que l'interface de Mailchimp, moi, elle me fatigue, alors que j'adore cet outil, mais elle me fatigue. Et d'aller donc sur l'interface de Mailchimp, dans leur éditeur qui parfois déconne, ça marche pas toujours bien comme tu veux, machin. Tu tapes dans ton Gmail qui est fait pour faire de l'emailing au quotidien, qui est super puissant, et tac, ça apparaît tout seul en fait dans ton Mailchimp. Ça t'a créé une campagne qui est prête à partir. Tu as juste à relire, à vérifier, peut-être à faire un peu de mise en forme dans certains cas, et à cliquer envoyer. Mais comment tu fais? Parce que moi, je travaille avec Mailchimp aussi et aussi ConvertKit. Mais quand je vais sur Mailchimp, souvent, en fin de compte, je publie jamais tout de suite. Je programme. Donc, si je veux Ouais. programmer, je peux le programmer depuis le Gmail ou ailleurs. Alors, tu peux pas le programmer comme ça. En fait, ça sert surtout à rentrer le Juste envoyer le contenu. brouillon et après, moi, je rentre dans Mailchimp pour. Voilà, après, tu es D'accord, obligé ok. de rentrer carrément dans Mailchimp pour vérifier que tout s'est bien passé. Mais tu peux aussi, si je dis pas de bêtises, je l'ai jamais fait, mais il me semble qu'après, avec Zapier, tu peux aussi prévoir automatiquement d'envoyer ta campagne si tout est OK. D'accord. Donc, il faut quand même faire quelques tests et regarder. Donc, Non, c'est comme toute automatisation, faut faire des tests en amont avec des données bidons et où tu t'envoies des trucs à toi. Faut en faire plusieurs avec différentes données où tu fais varier des petits paramètres. Faut jamais lancer une automatisation comme ça, un peu à l'arrache. Faut toujours tester ce genre de choses.
Bon, donc Zapier, Airtable et Mailchimp. Et ensuite, donc là, tu as parlé un peu de Google. Donc, qu'est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous conseiller? Avec Google, du coup, une automatisation, pareil, je trouve ça un peu trop méconnu, alors que c'est pareil, ça peut faire gagner un temps fou, notamment quand tu rédiges des contrats. Ouais, quand tu rédiges des contrats, c'est un peu le truc qui me vient le plus facilement en tête. Avec Google Docs, tu peux créer ce qu'ils appellent des templates, donc des modèles de documents. Ouais. Euh, Beaucoup de boîtes qui font des contrats à leurs clients, à leurs différents collaborateurs, ou en fait un fichier Word, ou dans certains cas un Google Doc, mais qui n'est pas un template, c'est juste un fichier, on va dire un fichier Word pour que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde, ou à l'endroit où ils doivent marquer le nom du client, c'est surligné en jaune, et en fait partout, il y a différents endroits dans le document où il faut modifier par les infos du client, où c'est surligné en jaune. Et du coup, manuellement, à chaque fois, ils font des copier-coller des infos du client, ou alors ils les réécrivent à la main, ils surpriment le truc qui est surligné en jaune, ils relisent, ils vérifient qu'ils n'ont pas oublié un endroit où il fallait rentrer une info. Bref, un temps fou pour pas grand-chose. Alors que si tu te crées un Google Doc en format template, ou alors du coup, à l'endroit, tu copies-colles ton document d'habitude avec tes surlignés jaunes, etc. Sauf qu'au lieu d'avoir tes endroits qui sont surlignés jaunes, tu mets en place des petites variables. Donc tu peux le faire assez facilement. Tu te crées des variables. Et alors, par exemple, moi, du coup, je reviens à chaque fois à Airtable parce que c'est là que sont stockées toutes mes infos clients. Mais automatiquement, depuis un Zap, du coup, je crée un Zapier où je dis, à partir des infos de Airtable de tel ou tel client, parce que j'ai coché, tiens, contrat à faire pour ce client, automatiquement, en fait, ça va aller se connecter au template Google Doc que j'ai créé qui correspond au contrat en question sur lequel il faut faire le doc. Et ça va me remplacer en fait toutes les variables où du coup à l'époque c'était des endroits surlignés en jaune qu'il fallait que tu modifies à la main. Et en fait chaque variable, moi dans Zapier, je vais dire tiens à cet endroit-là c'est le nom du client, à cet endroit-là c'est son adresse postale, à cet endroit-là c'est son email et ainsi de suite. Et Est-ce automatiquement, qu'il faut automatiquement tout remplir ou il fait avec ce qu'il a, ce qu'on lui donne? il fait avec ce que tu lui as dit. D'accord. Il fait avec ce que tu lui as dit. Donc si tu n'as pas l'info, il y a un moment où ça va peut-être foirer. Mais si tu fais en sorte de collecter suffisamment d'informations en amont, normalement, il n'y a pas de problème. Il faut juste, encore une fois, bien penser à tout décomposer et se dire, tiens, j'ai besoin de telle info. Donc, dans mon CRM, ou du moins l'outil qui va me servir à stocker les informations de mon client, il va falloir que je les remplisse. Donc, il faut quand même remplir les infos à un moment donné. Mais typiquement pour ça, tu peux créer, ça demande un peu de complexité et c'est pas si simple à mettre en place. Mais notamment, moi, je suis en train de revoir tout ce process-là pour mon business à moi, qui est un process d'onboarding client qui fait qu'en fait, l'idée, c'est que j'envoie un formulaire à mon client à mon prospect qui se convertit en client. Une fois qu'en fait le paiement enfin non, c'est pas une fois que le paiement a été fait, c'est au même temps à peu près. C'est j'envoie un formulaire à mon client où il va me remplir toutes ses infos, ça soit son numéro de TVA, c'est son adresse postale pour pouvoir faire la facturation, son nom, etc. Et en fait, automatiquement, quand il va me remplir tout ça, moi, ça va me remplir toutes ces informations-là dans mon CRM sur Airtable. Ça va générer un lien de paiement pour que le client puisse payer la compte. Et en plus de ça, je vais demander à Zapier, tout ça, ça se fait sur Zapier. Et en plus de ça, je vais demander à Zapier de me créer un dossier sur mon Dropbox qui correspond à ce client-là. Et je vais lui demander de stocker la facture correspondante, le contrat correspondant, et tout ça à partir en fait du formulaire que le client aura rempli, où il me donnera juste en fait ces informations de base pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble si tu veux. Ouais, donc les formations essentielles, en plus, c'est surtout bien si c'est un client qui est entre parenthèses répétitif où tous les mois ils doivent payer quelque chose. C'est rentré une fois, puis Exactement, ensuite, il n'y a pas. exactement. Et C'est vrai que si c'est après, un j'ai un client que tu vois qu'une process. seule fois, c'est un peu chiant. Mais bon, si c'est quelqu'un. C'est un peu chiant, mais à la limite, le formulaire, il est créé et de toute façon, c'est le client qui va remplir ces informations.
Donc toi, en fait, Ouais. tu n'as Ah bah oui, c'est vrai. presque rien à faire du tout à part Dans, lui envoyer dans le tous les cas, formulaire. il aura fallu la remplir, donc ça fait la même chose. Voilà, c'est ça. Et tu auras juste envoyé un formulaire. Bien sûr, il ne faut pas faire ça dès le début. Il faut vraiment faire ça quand tu as un process de vente qui commence à bien tourner et que tu sais que tu fais la même chose à chaque fois. À partir de là, un formulaire que le client te remplit, ça évite que toi, tu fasses une erreur à un moment parce que tu as t'as mal compris le code postal. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais parfois, tu te plantes et du coup, les infos n'arrivent pas au bon endroit. Tout à fait. Et du coup, si on reste un peu dans cette idée gain de temps, entre guillemets, en échange avec tes clients, il y a Calendly, que je pense beaucoup de monde connaît et voire utilise. Mais Calendly, c'est génial dans le sens où ça te fait gagner du temps pour quand tu veux définir d'un rendez-vous avec un client, un prospect ou n'importe qui. Mais là où ça devient intéressant, et notamment en plus, je crois qu'ils l'ont fait en mode gratuit là, pour la période du Covid, c'est tu peux définir un endroit où aura lieu le rendez-vous. Et en fait, à cet endroit-là, ils te permettent de choisir si tu veux le faire par téléphone ou si tu veux le faire en réunion Zoom ou encore en réunion Google Hangout. Mais là où c'est justement bien de pouvoir le connecter avec Zoom ou Hangout, c'est que en plus d'aller te créer un rendez-vous dans ton agenda Google qui te dit bah tiens, tu as un tel qui a pris rendez-vous avec toi à telle date. Donc toi, ça te fait une notif comme quoi déjà, tu sais, c'est déjà enregistré dans ton calendrier avec toutes les infos qu'il faut. Le client ou le prospect, pareil, il reçoit un email avec toutes les infos, il peut enregistrer dans son agenda super facilement. Et si tu as connecté ton Calendly à Zoom ou Google Hangouts, ça va en plus automatiquement te créer une réunion pour la date en question. Et ça va créer du coup une réunion soit sur Zoom, soit sur Hangout avec toutes les infos de connexion. Le client, il les reçoit, toi, tu les reçois. Le jour du rendez-vous, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton agenda, cliquer sur le lien qui est dessus et ouvrir la réunion et faire ta visioconférence ou juste ton appel. Enfin, du coup, c'est un temps gagné qui est, je trouve, génial. Autant juste la création du rendez-vous dans le calendrier, c'est top, mais autant pouvoir créer en plus la réunion via un autre outil qui te permet de faire de la visio, enfin, je trouve ça génial. Avant, tu étais obligé de tout faire à la main, donc tu vérifiais que c'était bien la bonne date, le bon jour, le machin. C'est ce que je continue à faire. Donc, quand t'en parles, moi, j'étais en train de sourire, là, ça me paraît magique. Même si moi, je le vois chez certains d'autres qui ont souvent des assistants. Donc, après, je sais pas si c'est l'assistant qui le fait ou c'est lui, ou c'est parce que j'ai eu certains partenaires qui le font. Je me dis, mais comment ils font? C'est comme ça que moi, je me suis inscrit à Calendly. Mais je suis resté bloqué à la base, quoi. J'ai le calendrier, Ouais. je l'envoie par lien, mais voilà, je ne fais pas tout ce qui est automatisé. C'est aussi pour ça que je t'ai contacté, hein. Je voulais avoir plus d'infos. Mais quand tu en parles, ça paraît facile. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent, ah oui, mais bon, je ne sais peut-être pas le faire tout seul. Voilà, c'est le truc. Pour le coup, ce truc-là sur Calendly, c'est vraiment facile. C'est intégré à Calendly. En fait, tu n'as même pas besoin de connecter un Zapier ou quoi que ce soit. Tu as juste un réglage à faire et dire, bah, tiens, je connecte par exemple, Zoom, qui est quand même pas mal utilisé. Je connecte mon Zoom et puis voilà, quoi. Bon, mais je vais Et essayer. automatiquement, ça va te créer une réunion pour l'heure et la date prévue. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu me conseilles d'autre comme outil? Bah tiens, on a un peu évoqué rapidement tout ce qui est formulaire. Donc, il y a beaucoup de Typeform qui est utilisé parce que c'est sympa. Il y a une interface, il y a une expérience utilisateur qui est agréable. Moi, perso, j'utilise beaucoup de Jotform qui, je trouve, est pas mal méconnu alors que c'est hyper Je puissant. connaissais pas du tout. Je connais Snapchat parce que je le vois partout, surtout chez les startups ou les gens Ouais, enfin, qui s'y connaissent, quoi, parce que après personne l'utilise. J'ai l'impression que c'est un truc de start-upper. un peu. Euh, C'est ce qui cible beaucoup, ouais, j'ai l'impression aussi. donc, dis-nous la Bah, du différence coup, et pourquoi toi tu prends Jetform. bah, Jotform déjà parce qu'en fait, tu as une version gratuite qui te Mhm. permet de faire énormément de choses, qui n'est pas limitée en nombre de champs que tu peux mettre, à l'inverse de The Typeform qui te limite à, je sais plus, genre 5 champs seulement pour remplir dans ton formulaire. Donc 5 champs, ça peut aller très vite, hein. Tu demandes un prénom, un nom, une adresse email, un téléphone et un opt-in s'il est d'accord pour recevoir tes emails. Enfin, tu as tes 5 champs, quoi. Donc, dès que tu veux commencer à poser des questions un peu plus précises pour obtenir un peu plus d'infos, tu es vite limité. Alors que Jotform, tu n'as pas de limite en nombre de champs que tu peux demander, donc du coup de questions que tu peux poser. Tu as juste une limite, je crois que si je te dis pas de bêtises, qui est de 100 réponses par mois au formulaire. Donc 100 réponses, c'est quand même déjà pas trop mal, je trouve.
Et là où c'est puissant, c'est qu'en fait, ça s'intègre avec énormément d'outils de manière native, entre guillemets, dans le sens où tu n'as pas besoin de connecter un Zapier ou quoi que ce soit. Tu as plein de ce qu'ils appellent des widgets que tu peux connecter à tes formulaires et qui te permettent de faire des actions diverses et variées. La plus facile à comprendre, c'est typiquement, tu peux intégrer Stripe sur le formulaire et du coup, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit en plus, à part les frais Stripe, bien sûr, bah, tu peux te créer un formulaire avec un lien de paiement à la fin. Donc, ça peut être super pratique pour les gens qui font du coaching, par exemple. Mm. Ça leur évite de se créer tout un truc sur je ne sais pas quel outil qui peut être un peu complexe. Là, en fait, tu crées un formulaire où tu demandes simplement le nom, le prénom de ton client, les quelques infos nécessaires à la facturation. Et en bas, tu as un bouton cliquer, payer. Et le gars qui remplit le formulaire, bah, en fait, c'est super facile pour lui. Et toi qui peut ne pas être un profil technique ou quoi que ce soit, ben en fait, tu as juste créé un formulaire, vraiment pas compliqué. Et il y a même plein de modèles déjà tout faits, donc tu peux même t'appuyer sur des exemples tout faits. Et tu as un formulaire de paiement super simple. Donc c'est Euh, Jotform, hein, parce que j'avais entendu Jetform. JOTFORM. Ouais. D'accord. Je mettrai le lien Et aussi. donc, tu as ça moi, c'est ça dont je me suis pas mal servi pour un client. Euh, Qu'est-ce que tu peux. Enfin, t'as vraiment plein là tout de suite en tête. Je t'avoue que j'ai T'as pas Slack, tout, Slack tout en peut-être, tête parce qu'on non en plus. avait parlé. Ça, Je Slack, c'est sais- quand même plus pour les sociétés, ça. Slack, c'est plus quand tu fais quand Quand tu t'as fais une de la équipe. communication en interne, en équipe, ouais. En équipe ou alors avec des prestats, peut-être en freelance ou des trucs comme ça. Slack, c'est pas mal. Et d'ailleurs, justement, j'allais rebondir là-dessus. Euh, Moi, Slack, perso, je m'en sers en tant que centre de notification. Donc, j'ai un peu détourné l'usage de Slack. Mais là où Mhm. Slack, c'est puissant, c'est que pareil, encore une fois, ça s'intègre super bien avec tout plein d'outils et sans non plus forcément passer par Zapier, encore une fois. Tu peux le faire directement dans ton Slack. La version gratuite de Slack te permet de connecter, je crois, jusqu'à 10 outils supplémentaires. Donc, en fait, moi, typiquement, je te donne des exemples de ce que je fais. Euh, Quand j'ai quelqu'un qui remplit mon formulaire sur mon site, bah, j'ai désactivé en fait. Moi, j'ai désactivé un peu tous mes emails, etc. Je les traite à certains moments dans la journée. Et sur Slack, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je reçois à chaque fois que j'ai des notifications qui peuvent être intéressantes. Typiquement, j'ai un prospect qui remplit mon formulaire sur mon site. Ça va me faire une notification sur mon Slack. J'ai connecté aussi Google Calendar sur mon Slack, ce qui fait que dès que j'ai un rendez-vous, en fait, tous les matins, quand j'ouvre Slack, il me dit, bah tiens, aujourd'hui, tu as un rendez-vous à telle heure, un rendez-vous à telle heure, un rendez-vous à telle heure. Et en plus de ça, ça me fait un rappel juste avant, je crois que j'ai déréglé 10 minutes avant que l'événement ait lieu. Il y a Slack qui me redit, hey, coucou, oublie pas, tu as un rendez-vous dans 10 minutes. D'accord. Je m'en sers aussi quand j'ai un paiement qui a été effectué sur Stripe, j'ai une alerte qui me dit bah tiens, nouveau paiement sur Stripe. Ça me fait une alerte sur mon Slack qui me dit tiens, tu as été payé, tel client t'a payé. Euh, en fait, du coup, c'est plein de petits trucs comme ça que j'utilise et mon Slack devient un peu mon centre de notification pour un peu tous les aspects de mon business. Donc, je m'en sers pas pour communiquer, je m'en sers en fait pour recevoir juste des notifs qui peuvent être intéressantes. Et c'est pas des notifs que tu reçois déjà par les applications, par Calendly, par Zapier, par. Bah, du coup, en fait, je les ai désactivés pour tout recevoir à un D'accord. seul et même endroit. Et comme ça, c'est pour ça que j'ai un centre de notification. C'est qu'au moins, plutôt que d'en avoir qui a des notifications qui arrivent un peu dans tous les sens, d'un peu tous les outils, bah, en fait, j'ai tout centralisé à un seul endroit. Et comme ça, bah, en fait, j'ai pas besoin de me dire, ah bah tiens, là j'ai un truc, là j'ai un truc, là j'ai un truc. C'est vraiment, j'ai tout sous les yeux d'un coup et je peux traiter ce qui est important ou moins important tout de suite, quoi. D'accord. Donc là, on a parlé donc de 5-6 outils, je crois. Et donc, mais j'ai vu que plusieurs fois, tu as parlé de Dropbox. Donc, Ouais. comment tu l'utilises? Que si tu as déjà Drive, je crois que tu as parlé de Drive aussi. Donc, tu utilises les deux ou c'est une façon différente d'utiliser? Alors, non, non, moi j'utilise plutôt Dropbox parce que, tout simplement parce qu'en fait j'utilise Dropbox depuis avant même que Drive existe.
et que du coup, bah, en fait, j'ai gardé l'habitude d'utiliser Dropbox parce que c'est hyper puissant et que ça marche super bien. Et t'es en version payante alors, je pense. J'ai une version payante, j'ai la première version qui est à 100 euros par mois, je crois 99, non, pas par mois, par an, je veux dire, 99 euros par an, je crois. D'accord, ok. Mais en fait, je l'avais prise surtout parce que j'avais besoin d'augmenter mon espace de stockage sur Dropbox parce que je mets vraiment tout, en fait, tout ce qui concerne le business et quelques trucs perso sur mon Dropbox pour avoir encore une fois des sauvegardes qui se font au cas où mon ordinateur crash ou quoi que ce soit. Parce que moi, Et ça fait un an qu'il me dit que je dois augmenter. En fin de compte, ils n'ont jamais rien fait, mais parce que comme j'ai les articles, il est ouais, connecté à mon blog, et donc j'ai plus de 400 contenus, même plus que ça. ça va vite. Et il me dit chaque fois augmentez votre truc. Je suis ouais, d'accord, j'écoute pas et ça passe, mais bon, à un moment, je pense que je vais passer au payant Ouais. parce que avant d'avoir des problèmes. Donc je t'ai coupé, tu allais dire un truc sur Dropbox? Ouais, non, du coup, bah, j'ai un peu évoqué un peu de trois trucs que tu peux faire avec Dropbox. Quand je parlais d'onboarding client, c'est typiquement, en fait, c'est des tâches qui paraissent un peu futiles, mais quand tu y penses, en fait, ça peut te faire gagner du temps et un peu te libérer l'esprit. C'est typiquement créer des dossiers en fonction des dates. Donc moi, par exemple, pour ma compta, bah, je crée un dossier en début d'année ou voire en fin d'année, je crée un dossier bah, pour l'année en cours, 2020 par exemple en ce moment. Puis chaque mois, ça va me créer un dossier janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Ce qui me permet ensuite en fait, d'enregistrer automatiquement mes factures parce que du coup, quand je reçois des mails avec des pièces jointes où il y a des factures, ça me permet de les enregistrer automatiquement dans mon Dropbox avec un Zapier. En fait, Zapier, il a une fonction qui te permet, pareil, tu peux lui envoyer un email et du coup, il lit un peu tout ce qu'il y a dans ton email et il traite les infos qu'il y a. Donc, moi, je m'en sers essentiellement juste en fait pour faire de la sauvegarde de pièces jointes. Donc, quand il y a des factures, je reçois un mail avec une facture, je forward cet email-là à l'adresse Zapier que j'ai paramétrée et automatiquement, ça va aller me ranger la facture au bon endroit dans le bon dossier plutôt que je l'enregistre, qu'ensuite je la déplace dans mon dossier, machin. Ouais, ça te sert de jet et d'assistante en même temps. Un Euh, mais, peu, ouais. Mais mais moi, en fin c'est de compte, bête, mais c'est des tout petits trucs. c'est pas bête parce que moi, je viens de penser à un truc parce que c'est un truc que j'aime pas faire. Je le fais et pourtant, je n'ai pas tant que ça. J'ai des factures à faire à la main. J'ai deux trucs en fin de compte. J'ai mon compte Clémentine, donc je peux le faire dessus, mais je ne le Ouais, fais jamais dessus. Clémentine Compta. Comment dirais-je, je crois que c'est Zendek ou Zendesk, je sais pas quoi. Un truc où Zendesk, ouais. je fais mes factures, mais ça m'embête. Des fois, je les fais en retard, 2, 3 mois après, donc c'est pas terrible, le comptable m'embête. Et des fois, je me dis, mais comme tu parlais d'automatisation, est-ce que je peux le régler avec mon compte bancaire dès qu'il voit qu'il y a un montant qui est rentré? Surtout que je fais de l'affiliation, donc il y a beaucoup de montants qui sont récurrents, qui sont les mêmes, toujours les mêmes. Ouais. Donc la facture est simple. Est-ce que donc je pourrais connecter un de ces outils-là à mon compte bancaire Conto, qui est Conto, et aussi, j'en ai trois, j'ai aussi PayPal bien sûr et Stripe. Comme ça, il voit la facture et puis il la reconnaît et j'ai pas que la facture. Et comme ça, en plus, après, il l'envoie au comptable. Enfin, il le met Ouais, sur mon compte Clémentine et puis j'ai plus rien à faire. alors, Clémentine, le compte Clémentine, tu peux pas l'automatiser parce que sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'API, il y a pas d'API ouverte pour pouvoir communiquer avec, à part en te connectant via ton compte. En revanche, en utilisant PayPal, Stripe ou même Conto, tu peux en effet traquer euh, les paiements que tu reçois. Avec Stripe et PayPal, c'est super simple. Avec Conto, c'est pareil. Tu peux connecter ton compte Conto à Zapier et en fonction du montant ou en fonction de la personne qui t'a payé, tu peux après déclencher des actions, que ce soit générer une facture ou que ce soit juste dans ton fichier comptable faire vérifier qu'en fait, juste cocher que bah, la facture a bien été payée. Ça, tu peux le faire assez facilement. Ouais. D'accord. Bon, mais je Tu peux vais. le faire assez facilement. Et puis derrière, du coup, tu peux, encore une fois, automatiquement, quand la facture a bien été payée, ou à, je sais, n'importe quel moment, en fait, le moment que tu définis, dire, bah tiens, cette facture est payée, tu vas vérifier dans le Dropbox que la facture y est bien. Si elle y est bien, bah, tu la fais partir par email au comptable.
si tu as D'accord. encore un comptable qui te demande d'envoyer les factures par email. Non, j'ai plus le comptable, mais il faut quand même que tout, pour être bien faire les choses et savoir où t'en es, hein, faut avoir du tracking, du reporting, savoir Mm, où tu es tous les mois. Donc, si tu as ton compte Clémentine ou un autre qui est bien rempli, tu sais où t'en es, ce qui est c'est rentré, ce ça, qui est sorti. c'est C'est ça. très bien. Est-ce que tu as d'autres outils que tu pourrais nous conseiller ou est-ce que donc, tu penses que ça, déjà, on est pas mal? Après, on peut un peu rapidement évoquer tout ce qui est un peu prospection et un peu automatisation de tous les aspects traitement des données prospects. Euh, alors, l'automatisation de la prospection, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent non, surtout pas, c'est pas bien. Il faut bien cibler, il faut avoir une communication complètement personnalisée en fonction de tes prospects, etc. Il y a ceux qui disent ouais, moi je m'en fous. De toute façon, je prospecte un peu entre guillemets comme un cochon, mais grâce à l'automatisation, je m'embête pas, j'ai rien à faire, et puis je laisse tourner. De toute Non, façon, mais tu ça peux fait le faire les deux taf. parce que moi, c'est mon métier. Bon, j'ai une partie de consultant business. Bah, mais bon, après, il faut avoir les moyens. Je crois qu'il y a d'autres outils. Moi, la boîte avec qui je suis partenaire, on utilise Sales Navigator, qui est quand même payant. Ouais, Moi, quand je passe par eux, je n'ai pas le payer. Et eux ont un petit robot, un petit chatbot qui contacte 50 à 60 personnes. Et comme c'est ouais. avec Sales Navigator, c'est qualifié Bah, parce que bah, on met. c'est justement ce que j'allais te dire Ah, après, c'est excuse-moi. qu'il y a la troisième, il n'y a pas de souci, il y a la troisième école où en fait, là, c'est l'école un peu plus intelligente, on va dire, qui, euh, qui va combiner un peu les deux, de celui qui balance comme un porc et celui qui fait pas du tout, parce qu'il veut personnaliser. Et du coup, comme tu l'as dit, grâce à Sales Navigator, tu peux faire des recherches qui sont quand même hyper ciblées, et qui correspondent bien à un avatar client que tu as. Et après, avec des outils, typiquement, il y a Prospecting qui marche pas mal pour LinkedIn, ou encore Phantom Buster qui te permet de récupérer des résultats. Phantom Buster. Ouais, Phantom Buster, c'est Bah oui, vraiment j'en ai pas mal. parlé dernièrement. Ouais. Phantom Buster. Ouais. Et ça te permet, Et- en fait, grâce à des recherches Sales Navigator, d'aller extraire. Alors, Prospecting te permet de directement, en fait, envoyer une demande de connexion ou juste envoyer un message, ou même juste visiter le profil. Donc ça, c'est pour un peu la prospection active, on va dire, euh, où du coup, tu peux aller chercher des infos. Mais il y a aussi un autre usage de prospecting qui peut être intéressant dans le sens où par exemple, tu as quelqu'un qui visite ton profil, bah, automatiquement, tu peux dire, bah, tiens, toutes les personnes qui visitent mon profil, je leur envoie une demande de connexion derrière, avec une petite note qui dit bah tiens bonjour Intel, j'ai vu que tu as visité mon profil récemment, est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit, écoute je suis à ta dispo, n'hésite pas à plus tard. Et là c'est un petit truc bête mais qui peut parfois te créer des connexions intéressantes, pas forcément faire une connexion qui va déboucher en une vente, mais parfois tu peux rencontrer un partenaire ou je sais pas, tu vois, juste un gars qui est tombé sur ton profil, qui a regardé, qui n'a pas osé forcément t'inventer une invite de connexion. Et toi, tu peux le faire automatiquement comme ça. C'est Ou pas alors mal. même, comment dans le sens, tu peux aussi cibler en fonction des gens qui répondent, enfin, qui dans les commentaires de certains articles ou alors qui like des articles avec un certain hashtag. Et pareil, tu peux leur envoyer après des demandes d'invitation en disant tiens, j'ai vu que par exemple dans mon cas, j'ai été contacté comme ça récemment parce que je like pas mal de trucs, de posts où ça parle d'automatisation, d'outils pour gagner du temps, etc. Et j'ai été contacté par un gars qui m'a envoyé une invite. Tiens, salut Rémi, j'ai vu que tu t'intéressais pas mal à l'automatisation. Euh, J'organise un webinaire prochainement. Si ça t'intéresse, voilà le lien pour s'inscrire. Avec tu vois, une invite de connexion, bah, direct j'ai accepté, direct j'ai commencé à parler avec le gars. Tiens, bah ouais, super. Justement, je lui ai demandé, bah, tiens, comment tu as fait pour savoir si je m'intéresse à l'automatisation? Et c'est là qu'il m'a dit, à la base, moi je m'étais dit qu'il avait vu par rapport à mon profil, vu que je marque consultant automatisation. Il m'a dit non, non, en fait, c'est par rapport en fait au, Un commentaire ou un aux post. commentaires et aux articles que tu as likés.
via un outil, j'ai réussi en fait à dire tiens, toutes les personnes qui font ça, je les extrais et je leur envoie une invite. C'est bien parce que moi, je le fais manuellement. Donc là, tu es en train de me faire comprendre que je perds beaucoup de temps. Parce que ça, moi, Bah, tous ceux c'est... qui commandent les articles, en Du moins, général. tu peux en gagner pour être plus optimiste. Oui, je vais gagner du temps. Bon, ben, il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Grand merci, Rémi. Bah, pas de problème, au contraire, ça me fait Donc plaisir. là, je mettrai donc tous les liens donc, des outils dans le show note. Donc, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes invités en fin d'émission. Ouais. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Le business dont je rêve, à part celui que je fais actuellement, Oui. waouh. Euh, hein. Si tu peux le dire, si c'est un truc qu'il faut déposer le brevet, bon là, tu le gardes pour toi. Non, 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 non. Je t'avoue que je m'éclate vraiment pas mal dans ce que je fais en ce moment. Mhm. Euh, hmm. Non, Mais t'inquiète, j'avoue. je t'en rassure, il y en a qui me disent qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils font actuellement, il y a pas Franchement, d'obligation. je m'éclate bien dans ce que je fais actuellement, hein. Bon, ben parfait alors. J'ai mis du temps, j'ai mis un peu de temps pour être honnête à vraiment trouver un truc où je m'éclatais vraiment. Mais je trouve ça génial en fait de pouvoir réfléchir à des problématiques qui sont complètement, enfin, qui sont souvent similaires, mais souvent un peu différentes en fonction de chaque client. Chacun a un peu des problématiques particulières, très adaptées à leur business. Et je kiffe en fait me prendre la tête, décomposer un peu les process, essayer de chercher le petit truc qui va faire qu'on va réussir à gagner du temps, comment un peu optimiser. Enfin ouais, c'est un peu poser les problèmes sur la table et essayer de les résoudre pour les simplifier. Ok, bon, ben, tu restes sur ce que tu fais actuellement et puis on sent que ça a l'air de te plaire. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Hmm. Ah, c'est dur tes questions, C'est la fin, c'est pour ça. hein. Ma meilleure expérience, je crois que c'est peut-être pas ma meilleure, mais du moins c'est celle qui me vient en tête là tout de suite et pour laquelle j'ai été super content. On m'a contacté récemment là, sur LinkedIn pour venir en aide à un gars sur Airtable. Euh, il avait besoin en fait de gagner du temps parce qu'il en fait, il n'utilisait pas forcément Airtable exactement de la bonne manière. Du coup, il perdait un temps fou et en fait, son business était en train d'exploser. Il avait un nombre de nouveaux inscrits sur son site qui était vraiment en train de devenir fou. Et en fait, pour chaque inscrit, il était obligé de créer un nouvel onglet, si tu veux, sur Airtable. Sauf qu'il se passait, c'est qu'en fait, il générait plus de 1000 nouveaux inscrits par semaine, je crois. Donc en fait, c'était juste plus possible de tout faire à la main. Et il ne voyait pas en fait comment faire pour automatiser ce process-là. Et en fait, en une demi-heure au téléphone, on a réussi à trouver une solution ensemble en brainstormant un peu. Je lui ai conseillé un outil et en fait, il a pu en une soirée mettre en place cet outil. Donc moi, je l'ai vraiment aidé vraiment bénévolement pour le coup, juste donner une idée comme ça. Il a creusé le truc et le soir même, il m'a envoyé un message en me disant putain, merci, tu m'as fait gagner au moins 40 heures dans la semaine parce que du coup, en fait, j'ai juste plus besoin de faire ce que je faisais à la main parce qu'en fait, l'outil permet de tout faire d'une manière détournée mais qui avait le résultat exactement le même que ce qu'il voulait. Et du coup, en fait, il gagnait on a compté rapidement ensemble, il gagne plus de 40 heures par semaine, du coup, grâce juste à une petite demi-heure de brainstorming et une heure d'installation tout seul dans son coin. Ah ouais, 40 heures, c'est pas rien. Et j'avoue que du coup, j'étais hyper content d'avoir réussi à lui trouver cette petite solution. Et moi, ça m'a pris vraiment une demi-heure, quoi. Donc, D'accord. un petit succès récent qui m'a fait plaisir. Ok. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour être entrepreneur, je pense que c'est avoir envie de tester, avoir envie de faire les choses un peu par soi-même, être débrouillard, ne pas se conformer à ce qu'on te dit, ce qui est possible ou pas possible. C'est un peu avoir cet esprit un peu rebelle, un peu aventurier, un peu débrouillard du
du gars où on te dit non mais c'est pas possible, tu te dis mais si, je suis sûr qu'il y a une solution, je vais y aller et tu verras, je vais réussir à trouver un moyen de le faire. C'est marrant, quand tout ce que tu as dit, je me suis senti dedans. Et en plus, j'ai bizarrement à Tom Sawyer, je sais pas pourquoi. Ah Je ouais, dois être fatigué. Ouais, donc c'est Tom Sawyer de l'entrepreneuriat, voilà. Personne qui fait tout ce qu'on... Enfin, tu vas à l'opposé de ce qu'on te dit et tu ouais fais ce un que tu peu, veux. ouais. Voilà. Un peu, Ok, ouais. je vois très bien. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Euh, hmm. Alors j'ai là le premier truc qui m'est passé par la tête, c'était la semaine de 4 heures. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que ça va être l'automatisation. mais ouais, tout à fait. C'est pour ça que je disais ça. Mais je pense qu'il y a un autre livre qui est beaucoup moins connu et qui est français en plus, qui s'appelle La 25e heure. Ah oui, tout à fait. Si, Et j'en en ai fait, entendu parler. c'est trois gars, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais c'est trois techniciens en plus, trois CTO. C'est trois CTO, je crois, ouais, qui en fait Qui ont une belle startup, ouais. qui ont une startup, il me semble, qui ont chacun leur startup, je sais plus exactement, et qui sont en fait allés à la rencontre de leur réseau, pareil, de start-upers, pour essayer justement de trouver. Donc, 25e heure, c'est dans l'idée un peu comment on fait ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et c'est justement tout, c'est un peu ce truc-là de dire, bah, il y a plein d'outils qui existent, utilisons-les correctement, utilisons-les à la pleine, le plus qu'on peut chacun. Essayons d'automatiser deux, trois trucs pour justement en fait nous dégager le temps qu'on n'arrive pas à avoir parce que bah, quand tu es start-upper, tu as 46 000 choses à faire par jour et tu n'arrives pas à avoir le bout. Je crois, ouais, dedans, ils étudient aussi, enfin, la plupart des startups qui ont développé des outils d'automatisation, c'est ça, ouais. Ouais, aussi. Et ils font plein de recommandations. En fait, je crois que le code livre se décompose en deux parties de mémoire. Il y a une partie un peu étude de cas, ils sont allés rencontrer des start-upers, ils sont allés leur demander un peu les choses. Et une deuxième partie où vraiment ils ont fait une liste d'outils et chaque outil il décrit bien de quoi il sert, ce qu'on peut gagner comme temps avec, pourquoi, dans quel cas d'usage, etc. Et le Ok. livre était bien foutu, j'avais bien kiffé. Bon, ben, voilà. Je mettrai le lien pareil dans le show notes. Et dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Compétence que je rêve d'avoir. J'adorerais savoir coder, être développeur full stack, mais j'ai jamais pris le temps enfin, ça prend trop de temps de pouvoir faire tout ça. C'est marrant, j'allais te dire que Et c'est impossible que tu me dises développeur parce que t'es CTO, mais enfin, et en fin de compte, parce que ouais, mais depuis le début de l'année, tout le monde me parle de développeur. Alors, je comprends pas pourquoi. ouais, parce que ben, tu as tellement de possibilités de choses à faire quand tu es développeur, tu as une idée, tu la crées quoi. Même Donc si toi, aujourd'hui, tu sais développer, mais tu veux plutôt développer une partie du... alors, non, moi, je sais pas, je sais développer de manière basique. Je suis pas un grand programmeur, loin de là. Je connais les bases enfin, je connais le Java, le HTML, CSS. J'ai des bases en JavaScript, mais je m'arrête là. Je suis pas assez compétent pour développer un gros site dynamique tout seul. Mais justement, ça me fait penser que de plus en plus, et j'adore cette culture, la culture des logiciels no-code qui te permettent de créer des sites internet. Bah, tu vois, WordPress, typiquement, c'est un truc no-code. Tu n'as pas besoin de savoir coder pour faire ton site internet. Puis aujourd'hui, maintenant, tu as plein d'outils type Webflow, Bubble, même Ah, ben, Wix. j'ai écouté un grand investisseur, je crois que c'est Fabien Gradin, qui disait que voilà, le monde va vers le non-code et que maintenant, Ouais, c'est ça. ça ouvre des potentiels faux pour tout entrepreneur, parce qu'avant, on était bloqué par la Exactement. technique, où il faut aller automatiquement à un CTO quand on crée une boîte. Maintenant, ben, on peut commencer Maintenant, tout c'est seul. fini. C'est fini. Tu peux faire plein de choses. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit, je dirais développeur, mais en même temps, je me dis qu'en fait, c'est plus si nécessaire que ça de savoir vraiment coder. C'est bien d'avoir quelques bases, mais savoir vraiment coder dans le dur et tout faire soi-même, je pense qu'il y a un moment, c'est plus nécessaire dans le sens où il y a tout, enfin, tout existe déjà plus ou moins. Et si tu prends plusieurs briques de ce qui existe déjà, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, tu peux recomposer des choses assez facilement et créer des choses assez puissantes. Après, il n'y a plus que ton imagination qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. D'accord. Bon, ben Rémi, grand merci. Bah, merci à toi, Thierry. Enchanté d'avoir pu participer à ton podcast. C'est moi. Je te remercie, Rémi. À bientôt. À bientôt, Thierry. Ciao. Salut. Tout pour cette super émission donc, sur l'automatisation donc, de son entreprise. Donc j'espère que tu as appris beaucoup, que
t'y mettre. Et si tu veux pas donc le faire par toi-même, tu peux le faire par Rémi. Donc tu vas sur son site remiojr donc .fr, donc REMIOJR.fr, et donc tu pourras donc prendre un rendez-vous d'appel gratuit, et donc il va voir s'il peut t'aider ou pas. Donc sinon donc moi je te propose donc de commenter, de partager, de m'envoyer des mails si tu as des questions. Donc là donc j'ai publié jeudi, mais logiquement je vais reprendre le cycle classique de dimanche et mercredi. Et puis quelquefois il y aura peut-être une émission ou deux qui va sauter, hein, ça arrive. Le mois de mai est un mois un peu spécifique, hein. Si tu as écouté les épisodes d'avant, il n'y a pas de séminaire, donc on va le décaler au mois de décembre. Mais j'ai un nouveau business que je lance, où j'ai un lancement à faire, une formation qui est pas finie, en train de créer, et l'avancée sur l'écriture d'un bouquin. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font, donc je t'en reparlerai. Mais donc reste à l'écoute, et si tu veux te recevoir en fin de compte la notification donc, des épisodes, n'hésite pas donc à t'inscrire sur iTunes, Shopify ou SoundCloud. Et sinon donc inscris-toi à la mailing list, donc contact @thierry-henry.fr, donc contact @thierry-henry.fr, et logiquement donc tu recevras le mail qui indique que l'épisode est publié. Donc moi je te dis à très bientôt, ciao ciao.